Allez, on passe maintenant à la compréhension et à la compétence d'interprétation. Donc, la question 1 portait sur le début du texte, et seulement sur le début du texte. Je vous dis ça parce que certains ont répondu à cette question, à ces 3 questions, en utilisant la suite du texte, alors que non, il fallait vraiment se concentrer sur le premier paragraphe. Quel rapport le narrateur entretient-il avec le chewing-gum? Ça, c'était assez facile. Il y tient beaucoup, il y fait très attention. C'est quelque chose de très important pour lui et il en prend grand soin. Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des éléments précis du texte. Ça veut dire qu'il faut citer le texte et avec des guillemets. C'est pas en option les guillemets en fait. Si vous ne mettez pas de guillemets, vous n'avez pas cité le texte et du coup vous ne pouvez pas avoir tous les points. Donc là, vous pouviez reprendre justement la répétition de l'adjectif précieux, montrer que il le garde 2 semaines, donc c'est quelque chose de très important pour lui, qu'il en prend soin en le rangeant dans le tiroir de sa table de nuit tous les soirs, et qu'il le partage avec son ami, pour prouver que justement il accorde une grande importance à son chewing-gum. En quoi le lecteur peut-il être surpris par l'attitude du narrateur à propos du chewing-gum? Indiquez 2 éléments de réponse précis. Alors, ce que souvent répondent les élèves, et ils ont raison, c'est qu'ils y accordent vraiment beaucoup d'importance, alors que de nos jours, on n'accorde pas autant d'importance à un chewing-gum, et quand il n'a plus de goût, on le jette. Voilà. Donc, premier élément, donc on ne garde pas un chewing-gum pendant 2 semaines, et on ne va pas jusqu'à le partager avec quelqu'un. Et le fait qu'il le partage avec quelqu'un, quand même, ça devrait quand même susciter une autre réaction chez le lecteur, ce qui n'est pas toujours le cas des élèves. Et donc ça m'étonne un peu sur vos pratiques hygiéniques, quand même, parce que quand même, là, il y a quelqu'un qui vous raconte qu'il partage un chewing-gum avec son ami, mais c'est quand même assez sale et dégoûtant. Et donc du coup, ça peut quand même surprendre le lecteur voilà, de tenir à ce point-là à son chewing-gum au point de le partager avec quelqu'un. Qu'est-ce qui explique selon vous le comportement du narrateur? Donc ça, c'est le comportement du narrateur ça reprend en fait les questions précédentes, c'est-à-dire son attachement à son chewing-gum. Qu'est-ce qui explique qu'il justement le partage avec son copain, qu'il le garde pendant 2 semaines? Donc ça, il fallait donc relire le texte précisément et donc se demander mais pourquoi c'est aussi important pour lui ce chewing-gum? Pourquoi ce chewing-gum est-il aussi précieux? Et c'est dit à la ligne 5, cet hiver, la pénurie est si grande que je le partage avec Franck. La pénurie, on vous avait mis une note 2, privation manque. En fait, ce qui se passe, c'est que cet hiver 1945, il y a très peu de chewing-gum. C'est très difficile d'en obtenir et d'en avoir. Et donc, quand on a la chance d'en avoir un, on essaye de le garder le plus longtemps possible. Question 2. Quels sont les sentiments du narrateur lorsqu'il avale son chewing-gum? Comment ses camarades réagissent-ils? Alors, on revient sur le texte. Et là aussi, on cherche dans le texte la réponse. On n'invente pas n'importe quoi. Donc, il avale son chewing-gum. Et quelle est sa réaction? Il est pétrifié au milieu de la cour. Pétrifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mélange à la fois de surprise, de choc, mais aussi de peur. Puisque, comme il le dit un peu plus loin, il a peur de mourir d'avoir avalé son chewing-gum. Et la réaction de ses camarades, là aussi, on détaille. Ils sont tous autour de moi, à couche, etc. Je sens leurs yeux vaguement apitoyés. Dans un premier temps, ils sont un peu tristes pour lui et ils sont un peu apitoyés. Ils ont un peu de pitié. Ensuite, son ami Franck essaye de lui remonter le moral, mais en fait fait l'inverse, puisqu'il lui fait encore plus peur en lui disant qu'il va mourir. Et enfin, ils tournent autour de moi comme si j'étais une statue de musée. Ils sont tous fascinés par leur ami qui, ils le pensent, en tout cas se le demande, va peut-être mourir d'avoir avalé son chewing-gum. On revient à la question 4. Selon vous, qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce souvenir? En quoi apporte-t-il au lecteur une meilleure compréhension de cette époque? Donc certains d'entre vous ont insisté sur le fait que... Ah mince, j'ai sauté une question, pardon. Donc on revient sur la question 3. Sinistre légende. Comment comprenez-vous l'adjectif sinistre? Bon, avec le contexte, même si vous ne connaissez pas le sens de ce mot, vous êtes capable de déduire que sinistre ici, c'est
qui fait peur, qui terrifie, voilà, qui est terrible et inquiétant. Puisque justement, c'est ce que les mères font, elles font courir ces légendes sur le chewing-gum pour faire peur à leurs enfants et les dissuader de manger du chewing-gum. Et pourquoi elles veulent les dissuader de manger du chewing-gum? Pourquoi les mères françaises font-elles courir ce genre de rumeurs, hein? Donc certains disent « Ah, juste pour leur faire peur et se contentent de cette réponse ». Non, ce n'est pas suffisant, il faut lire le texte jusqu'au bout et essayer de toujours chercher pourquoi les choses se passent. Donc pour protéger leur progéniture, alors pourquoi elles veulent protéger leurs enfants du chewing-gum? De nos jours, personne n'essaye de vous protéger des chewing-gums, parce que c'est un bonbon qui vient d'outre-Atlantique, qui vient des États-Unis, et qu'elles ne connaissent pas, aux propriétés inconnues et donc dangereuses. Et comme ce bonbon, justement, est un étranger, il est forcément dangereux. Et on voit ici, en plus, voilà, un peu l'ironie du texte, une petite note d'humour, puisque voilà, les bonbons qu'elles connaissent ne leur font pas peur, mais les bonbons inconnus risquent d'être dangereux pour leurs enfants, et donc par précaution, elles préfèrent, et par méfiance, elles préfèrent qu'ils n'en mangent pas. Et en dernière question, selon vous, qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce souvenir? En quoi apporte-t-il au lecteur une meilleure compréhension de l'époque? Donc voilà, vous deviez en fait, en vous donner une piste de réflexion, hein, à savoir qu'il permet de mieux comprendre une époque, de mieux découvrir l'époque dont parle le narrateur, les difficultés justement, la pénurie, le fait que les enfants devaient se contenter de peu, et beaucoup d'entre vous justement ont insisté là-dessus, sur le fait que bah voilà, à l'époque, bah, même un chewing-gum qui pour nous est quelque chose de très courant et pas cher du tout, et sans intérêt, bah, pour eux à l'époque c'était quelque chose de très important. Vous pouviez aussi parler du fait de partager une anecdote amusante, parce que voilà, c'est vrai que le fait qu'il le partage avec son copain, c'est quand même assez étonnant et assez drôle. On peut aussi voir dans cette anecdote quelque chose d'un peu universel sur les peurs enfantines. C'est vrai que quand on est enfant, on peut avoir l'impression comme ça qu'on va mourir, juste parce qu'en fait on se trompe, qu'on nous a raconté des bêtises et que ça nous fait peur, alors qu'après coup, beaucoup plus tard, on se rend compte à quel point c'était débile d'avoir peur pour ce genre de choses. Donc voilà, on peut aussi parler donc, du plaisir de faire revivre une époque, de se replonger dans un souvenir. Et en fait, ce genre de texte est plutôt adressé en fait à des lecteurs qui ont vécu la même période et qui sont en fait heureux de eux aussi se replonger dans cette période-là, et qui ont vécu en fait des expériences similaires à celles de l'auteur. Voilà, vous aviez plusieurs éléments de réponse. On n'attendait pas à ce que vous disiez tout, on attendait surtout que vous essayiez de vous creuser la tête, de développer, d'argumenter et de citer le texte. Et maintenant, donc sur l'image, c'est des questions assez classiques. La plupart du temps, on vous demande quels sont les points communs et les différences entre l'image et le texte. Donc là, c'était un peu le même principe. Donc les points communs, bah, ce sont des garçons, sans doute des camarades d'école, qui mâchent du chewing-gum, donc exactement comme dans le texte. On voit aussi bah, que ça appartient à la même époque, on le reconnaît à leurs vêtements. Et enfin, on peut voir aussi qu'ils sont sans doute à l'école, puisque on voit un banc et qu'ils sont peut-être dans la cour de leur école, comme dans le texte. Et la différence qu'on pouvait noter, alors c'était un peu plus difficile, certains parlent du fait qu'ils ont tous un chewing-gum, alors que dans le texte on parle plutôt de pénurie, de quelque chose d'assez rare. On pouvait aussi voir que là ils sont en train de faire des bulles de chewing-gum, d'ailleurs celui-là a la bulle de chewing-gum qui lui a explosé sur la bouche, alors que dans le texte il n'est pas du tout question de faire des bulles de chewing-gum. Et enfin on pouvait aussi trouver le fait que là ils montrent vraiment beaucoup d'assurance et qu'ils ont l'air très fiers d'avoir leur chewing-gum, ils regardent droit vers le photographe, alors que dans le texte, ce qui se dégage plutôt du chewing-gum, c'est plutôt une sorte de méfiance, de peur, puisque c'est quelque chose de potentiellement dangereux pour les enfants, d'après les légendes que font courir les mères. Et voilà donc pour le corrigé de la première partie.